Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Réac Actu. Comme tous les vendredis, nous allons éplucher quelques articles qui ont paru dans la presse cette semaine et nous attaquons tout de suite avec Apple qui fait énormément parler de lui dans les actualités. Il y a les précommandes sur les iPhone 16, il y a l'Apple Intelligence qu'on va voir tout de suite. Et puis il y a aussi la sortie d'iOS 18 qui est sortie donc lundi soir à 19h. Et forcément, il y a pas mal d'articles là-dessus. Nous commençons tout de suite avec l'IA, donc Apple Intelligence, qui, juste par ce titre, Mac Forever nous fait voir que effectivement, il va falloir attendre longtemps. En théorie, on est au minimum sur 2025. Les dernières informations que j'ai pu choper ici et là, on parle de fin 2025 pour la France, certainement aussi pour l'Europe, puisque encore une fois, il y a les lois DMA qui bloquent. Toujours sur l'iPhone, on va faire quelques articles sur l'iPhone 16, puis après quelques-uns sur l'iOS 18, puisque encore une fois, comme je vous ai dit, ils occupent pas mal le terrain avec toutes les nouveautés qui ont été annoncées et forcément l'arrivée des nouveaux appareils. Donc pour l'iPhone 16 et 16 Pro, on peut constater que la batterie va coûter plus cher à être remplacée. La facture va monter jusqu'à 135 €, alors que précédemment c'était 109 €. Sachez toutefois qu'il y a des revendeurs qui vous permettent de remplacer votre batterie à moindre coût. Je l'ai déjà fait pour mon iPad et je l'ai fait aussi pour un iPhone 6. Ça remonte un petit peu, mais je l'avais fait. J'en avais eu pour 75 €, 50 ou 75 €, tout compris. Pourquoi patienter jusqu'à l'iPhone 17 ? J'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo sur le Réac Actu et je crois que je l'avais fait aussi sur le débrief de la keynote sur la partie iPhone 16. Quelques nouveautés présentes sur l'iPhone 16, notamment le bouton caméra et le bouton action, et notamment le fait qu'il y ait une puce A18, et donc une nouvelle génération, puisqu'ils ont sauté la A17 pour passer directement à la A18, mais c'est pour surtout l'arrivée de Apple Intelligence qu'ils ont fait ça. Concrètement, il n'y a pas une grosse nouveauté ou de grosses nouveautés en termes de puissance ou de capacité sur ces iPhone 16. Pour les iPhone 16 Pro, il y a un petit peu plus de nouveautés, notamment au niveau des capteurs photo et au niveau des possibilités, notamment sur le fait de filmer en 4K 120 images par seconde. Mais au-delà de ça, il n'y a pas une grosse révolution. Donc si vous avez un 14 comme moi ou un 15 Pro, en tout cas, ou même un normal, je pense qu'il est préférable effectivement d'attendre encore une année. Après, si vous souhaitez le vendre, comme moi, tentez votre chance et puis voyez un petit peu ce que vous pouvez en ressortir. Dans cet article, ils mettent en avant que l'objectif de Apple serait d'affiner le plus possible tous ces équipements. On l'a vu l'année dernière avec l'iPad M4 qui est drastiquement fin. Ils ont essayé de le faire aussi avec l'Apple Watch 10, elle a gagné, alors sur le papier c'est 10%, mais physiquement c'est 1 mm. C'est pas une grosse révolution, mais quand même, ils ont réussi à réduire l'épaisseur de l'Apple Watch. Et donc là, apparemment, l'année prochaine, ça serait autour de l'iPhone 17. Air ou Slim, je pense qu'il faut être vigilant sur ces informations-là. On nous parle notamment du rafraîchissement à taux 1 et 120 Hz. Donc ceci est déjà mis en place sur les iPhone Pro, donc Pro et Pro Max. En revanche, on ne les a toujours pas sur les iPhones classiques, donc le 16 ou le 16 Plus par exemple, même le 15 et le 15 Plus, c'était la même chose. On reste à 60 Hz. Ce qui est mesquin de la part de Apple, puisque la concurrence à moindre coût, pour un Android à 400 ou 500 €, vous avez du 120 Hz de taux de rafraîchissement. Donc concrètement, si eux arrivent à le faire avec un téléphone qui vend 400 €, pourquoi iPhone ne peut pas le faire à ce prix-là? On nous parle sur la partie donc Pro, iPhone 17 Pro et Pro Max, aussi bien le nombre de RAM, aussi bien que les capacités. Bien sûr, ça va évoluer, bien sûr, ça va augmenter tous les ans, c'est la même rengaine, donc ce n'est pas une révolution et pas une surprise qui nous annonce ça dans un article. Toutefois, la vraie partie qui était donc intéressante, c'était le côté fin. Moi, ce que j'ai peur de la partie finesse, c'est surtout la partie batterie et surtout la solidité du téléphone. Est-ce que la batterie va être plus fine et de moindre autonomie,
ou est-ce qu'ils vont réussir à prendre les nouvelles technologies de batterie qui permettent d'avoir effectivement des batteries très fines et d'avoir une capacité identique en autonomie, voire plus. L'objectif de l'article, c'était de vous dire attendez et n'achetez pas tout de suite l'iPhone 16, mais plutôt l'iPhone 17. Dans cet article, on nous parle des précommandes à la ramasse pour la version Pro. Alors, on n'a pas forcément d'explication qui est fournie dans cet article. Toujours est-il qu'il y a effectivement une baisse significative des ventes. Et bien sûr, hein, ces chiffres sont mondiaux. Hein. Donc 12,7% de moins par rapport à l'iPhone 15. Et sur la partie plus, voilà, donc pour la partie iPhone 16 et iPhone 16 Plus, on a une précommande supérieure à plus de 48%, donc quasiment le double de commandes pour ces modèles-là. Et pour la partie Pro, 12,7% de ventes en moins sur la partie Pro. Comment l'expliquer? Comme je l'ai dit, je pense que c'est réellement lié aux nouveautés qui ne sont pas excessives sur ces équipements-là. C'est pas forcément la faute à Apple, puisque Samsung, voilà, vous prenez le S23 et vous prenez le S24, vous verrez qu'il n'y a pas un gros gap non plus sur la partie techno et la partie amélioration, c'est vraiment assez léger. Surtout que là, Samsung, cette année, a mis beaucoup l'accent sur la partie intelligence artificielle, tout comme Apple, mais la différence, c'est que Apple, ça ne sortira pas avant un an. L'autre possibilité, c'est que les gens renouvellent tout simplement leur téléphone, comme je viens juste de le dire. Hein. Ils étaient peut-être sur un 11 ou un 12, ou même un 10, qui est un des derniers modèles, hein, le XR et le XS, à pouvoir bénéficier de l'iOS 18, on en parlera juste après. Donc c'est ce qui veut dire aussi que derrière, eh bien, il y a cette année une vague de renouvellement de téléphone et que les consommateurs achètent forcément le moins cher et achètent aussi le modèle qui leur convient avec le plus de couleurs. Et pour moi, je pense que le 16 ou le 16 Plus est plus intéressant, en tout cas sur l'aspect visuel, que sur un Pro qui déjà coûte entre 300 et 400 euros plus cher. Les AirPods Pro qui sont en promotion, alors moitié prix, on va voir ça ensemble. Alors je pense que c'est les AirPods Pro de première génération. Pour rappel, hein, ils datent de 2019. Est-ce que ça vaut le coup de les acheter? Oui, moi je les ai toujours. Voilà, ils sont là. Mes pros. Aujourd'hui, je les utilise principalement pour la course à pied. On peut voir qu'il y a une offre de remboursement, voilà, voir un petit peu le délai aussi de remboursement et autres. C'est à voir là-dessus. Mais bon, pour ceux qui ça intéresse, effectivement, les AirPods Pro de première génération, s'il y a une bonne ristourne, comme on dit, une bonne réduction dessus, ça peut valoir le coup effectivement de les acheter. Moi je conseillerais plus les iPod Pro 2 puisque ce sont les derniers sortis et qui vont bénéficier des mêmes avantages que les AirPods 4 qui viennent de sortir cette année. Donc autant dire qu'en termes de nouveautés et d'amélioration, ils seront forcément plus à jour et auront plus de fonctionnalités. L'ancien iPhone profite de réductions assez sévères. Donc là, on nous parle voilà, de moins de 150 euros. Bon, c'est juste 10% de remise, hein, c'est pas foufou non plus. C'est très rare d'avoir des grosses réductions sur les iPhones. Pour ma part, ceux que j'ai vus le plus, c'est forcément pendant le Black Friday. J'ai réussi, moi je crois, à avoir l'iPhone 12 à 200 euros d'économie, donc ce qui est déjà pas mal. Mais voilà, il n'y a pas forcément un gros gap, j'ai envie de dire, sur ce mode de fonctionnement. Donc voilà, avoir l'intérêt, avoir l'utilité de tout ça et si c'est vraiment bénéfique ou pas. Donc l'iOS 18 est sorti ce lundi. Si vous ne l'avez toujours pas fait, vous pouvez aller dans la partie réglages général et mise à jour, logiciel, et puis lancer l'installation. Tous les autres appareils qui bénéficient aussi des mises à jour, que ce soit la partie macOS, les HomePod si vous en avez à la maison, l'Apple Watch bien évidemment qui passe à la version 11. Donc voilà, donc tout l'écosystème et puis aussi le boîtier TV de Apple qui bénéficie aussi d'une mise à jour OS. Donc iOS 18 et l'Apple Intelligence, le plan est étape par étape, on ne va pas le faire nous, mais voilà, je vous ai donné les grandes lignes. Apple Intelligence pour la France, ça va prendre au moins un an.
Donc, on ne va pas passer plus de temps sur cette partie. Grâce à l'iOS 18, vous allez pouvoir bénéficier de la messagerie RCS. Alors, RCS, qu'est-ce que c'est? C'est un système, un protocole qui va permettre de faire la même chose entre Apple et les appareils Android. Donc, en fait, il y aura un vrai lien et une vraie possibilité d'envoyer des photos, des vidéos, des GIFs, et puis des émoticônes, des choses comme ça, vraiment en interaction avec les équipements Android dans un sens, mais aussi dans l'autre. Simplement, les opérateurs français ne sont pas à jour, puisque aujourd'hui, à l'instant T, il n'y a que SFR qui a activé ce protocole disponible. Vous allez dans les réglages, dans la partie application, et vous allez donc dans la partie message, et vous voyez le service RCS, et vous allez voir s'il est activé. Comme on peut le voir sur l'article, il y a un lien vers la page de support Apple qui vous permet de voir les activités et donc les fonctionnalités qui sont actives par fournisseur d'accès. Les numériques nous proposaient, puisque l'opération est terminée, nous proposer un bon répétiteur Wi-Fi, c'est le Netgear EX6130. Je l'ai à la maison depuis des années et je peux vous dire que c'est de la merde. Et effectivement, quand on voit juste à la fin les points faibles, le débit théorique annoncé est assez trompeur. Il est plus que trompeur, hein, il est complètement dans les choux. Voilà, donc je l'ai, ça marchouille. Voilà, j'ai ma fille qui rouspète assez souvent, mais concrètement, c'est vraiment une galère pas possible. Donc je ne vous le conseille pas. Comme on dit souvent, ce qui est le moins cher n'est pas forcément le meilleur, et là concrètement c'est le cas. 01net nous propose d'installer la dernière version de macOS sur un vieux Mac. Moi je pense que c'est pas forcément utile et nécessaire d'installer la dernière version du macOS sur un ancien appareil MacBook. Encore une fois, libre à vous de tester et de faire le fonctionnement. Si votre macOS fonctionne très bien et vous êtes content toujours de votre ordinateur au bout de quelques années, laissez-le comme ça et puis continuez à en profiter. Les Mac ont de très grandes capacités, ont de très grande puissance, ils sont efficients. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir la toute dernière version du macOS pour en profiter et continuer à en profiter. Nothing nous propose une nouvelle version de son 2A. Il n'y a pas beaucoup d'évolution réelle. On sait qu'il y a un gain de performance de 10% avec la nouvelle puce, un gain de 30% avec le nouveau GPU. J'ai vu aussi qu'il y avait une nouvelle caméra frontale. Je trouve ça dommage qu'ils n'aient pas accentué plutôt sur la caméra arrière plutôt que la caméra frontale. Et puis la charge rapide qui passe de 50 à 45, enfin de 45 watts à 50 watts. Bon voilà, c'est pas foufou. Par contre, le prix, lui, il a augmenté de 100 euros. Donc à vous de voir si ces petites améliorations justifient les 100 euros de plus. Patient qui utilise par la pensée un assistant vocal grâce à des implants cérébraux. Donc voilà, il a Alexa dans la tête. Retrouver l'indépendance perdue. Je vous laisserai éventuellement regarder cet article si cela vous intéresse. Les rumeurs sur les premières images de la Switch 2, ça fait un petit moment qu'on en entend parler, beaucoup de rumeurs depuis plusieurs mois. Apparemment ici, on a quelques photos. Alors on voit les manettes, elles m'ont l'air un petit peu plus grandes que la Switch première génération. On peut voir aussi la carcasse. Voilà, on a pas mal de coupes différentes, de points de vue différents. Voilà, donc pas mal de photos quand même qui ont fuité. À leur grande habitude, on a de plus en plus de fuites, même Apple a le droit à ça. Bon, à voir si quand déjà ça va sortir et si ça sort sous ce format-là. En tout cas, on peut constater qu'il y aurait deux modèles proposés par Nintendo. Un modèle assez grand, peut-être un 10 pouces ou un 9 pouces, et un autre qui, à mon avis, est plus dans la taille de la Switch première génération. Ici, on peut voir quelques informations sur les caractéristiques, aussi bien mémoire que processeur.
Là aussi, attendons de voir ce qui va en sortir. DisplayPort ou HDMI, pourquoi pas passer à l'USB-C? Je sais pas. Mettre deux ports USB-C, c'est ce que je fais d'ailleurs avec ma tablette, hein, c'est que mon écran est en HDMI, mais j'ai ma tablette en USB-C, et j'ai pris simplement un câble qui fait les deux, et ça fonctionne très bien. Ça permettrait justement d'avoir deux connecteurs USB-C, un pour charger et un pour se brancher à une télé. Ça serait donc très bien. Ici, on nous propose une bidouille pour réussir à avoir Apple Intelligence en français. On va regarder ça ensemble, hein, comment ça se passe, contourner les restrictions. Alors voici le processus. Donc installer la dernière version bêta d'iOS. Déjà, il faut réussir à le faire, puisqu'elle n'est pas proposée par défaut au bêta public France. Donc il faut déjà modifier, à mon avis, quelques éléments pour pouvoir le faire. Ensuite, télécharger et configurer Misaka X. Voilà, une application qui n'est pas conforme, je pense. Et après, forcément, il faut changer les langues, sans douter. Bon. Soyez excessivement vigilants sur ce genre d'article, ou en tout cas sur ce genre de procédure. Vous savez que vous allez modifier le logiciel, modifier les langues. Bref, on n'est plus du tout dans du standard et dans du par défaut sur un iPhone. Moi, je ne le conseille pas du tout. Je ne pense pas non plus que la version actuelle d'Apple Intelligence soit assez mirobolante pour faire ce genre de choses, notamment sur des iPhones récents, puisque Apple Intelligence, pour le moment en tout cas, n'est compatible à partir de l'iPhone 15. Est-ce que ça vaut le coup? Je ne suis pas sûr. iPadOS 18 est sorti et apparemment Apple a retiré la mise à jour. Donc si vous avez été l'un des premiers à vouloir avoir la dernière mise à jour, faites attention, il y a peut-être des problèmes sur cette version qui est sortie. Elle concerne principalement les iPod Pro M4, un petit nombre d'appareils. À voir exactement pourquoi. Je pense que c'est avec le nouveau processeur, hein, c'est l'architecture du nouveau processeur. Je pense que ça fait partie des choses. Voilà, donc soyez vigilants sur les mises à jour. Hein. On a toujours tendance à vouloir les installer, notamment les mises à jour de sécurité, donc les points 1 ou les points 1.1. Tout ça, vous pouvez les installer sans trop de soucis, puisque c'est vraiment des petits correctifs. Par contre, là, un changement d'OS, un changement de version, effectivement, ça peut générer quelques soucis. Neuralink a enfin le feu vert de l'administration médicale pour être commercialisé et pouvoir donc, comme le dit le titre, redonner la vue aux aveugles. Donc je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. L'objectif d'Elon Musk par rapport à cette puce, c'est d'intégrer cette puce et de la greffer au niveau du cerveau, et c'est elle qui va faire le relais de communication entre les yeux et le cerveau. Donc grosse avancée technologique, j'espère sincèrement que ça fonctionne, après avoir sur le temps les impacts éventuels sur l'organisme, puisque un corps étranger, surtout au niveau du cerveau, c'est quand même assez dangereux. Voilà. Mais s'il a les accords, pourquoi pas. Très rapidement sur cet article, puisqu'il faut être abonné au Figaro pour bénéficier de l'ensemble de l'article. Je trouve ça un peu dommage aujourd'hui qu'on soit obligé de payer pour avoir de l'information. Donc ici, on nous explique que Snapchat essaierait de sortir une nouvelle paire de lunettes en 3D, donc réalité augmentée. On le sait tous, ça fait partie des nouvelles technologies, ça fait partie des nouveaux accessoires objets connectés qui vont sortir les prochaines années. On en parle peu parce que ça reste très coûteux, mais en tout cas, les grosses entreprises se sont déjà lancées dans cette démarche de réussir à avoir sur une paire de lunettes de plus en plus fine et en tout cas de plus en plus design, on va dire, qui ne soit pas trop lourd à porter, qui ne soit pas trop excessive comme l'Apple Vision par exemple, à porter tous les jours et à porter des heures et des heures, et donc nous permettre d'avoir une réalité augmentée. Je trouve ça intéressant à voir maintenant, encore une fois,
quand cela va vraiment se faire et à quel moment vraiment ça sera aussi intéressant que de porter des lunettes de vue. Aujourd'hui, j'en porte. Clairement, si j'avais un écran qui me permet d'avoir quelques informations, notamment des notifications directement sur mon écran de mes lunettes, au lieu de regarder mon téléphone ou ma montre, ça peut être intéressant. Maintenant, voilà, à voir comment ça peut s'articuler dans le quotidien, si on marche, si on est en voiture, si on peut le désactiver. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, ce qui me pose problème, c'est la taille des lunettes et le poids des lunettes. Et même le côté réalité augmentée, je trouve qu'on n'a pas été, a été assez loin, ou en tout cas, on n'a pas encore géré le potentiel, notamment avec l'intelligence artificielle. Les premiers tests de l'Apple Watch Series 10 sont unanimes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la meilleure, excellente, tout simplement. Effectivement, j'ai vu différents tests sur l'Apple Watch 10, puisque beaucoup d'influenceurs et beaucoup de médias comme Numérama et puis 01 Tech, enfin bref, il y en a un paquet qui ont eu le privilège d'avoir les équipements Apple, hein, donc aussi bien les iPhones que l'Apple Watch en avant-première, donc une semaine avant sa sortie officielle, et de pouvoir les tester et nous faire un petit retour. Comme je le disais, les retours sont très positifs, un peu trop. En tout cas, il y a un peu trop de hype sur le fait qu'elle soit réduite en termes de taille. Je rappelle qu'il y a juste 1 mm d'épaisseur en moins, ce qui n'est pas excessif en tout cas sur le chiffre. Maintenant, elle gagne en poids, elle gagne un plus grand écran, mais l'autonomie reste la même. Qu'est-ce qu'ils ont mis à l'intérieur de la carcasse pour que la batterie soit aussi petite finalement, alors que la carcasse, elle, a grandi? J'avoue que j'ai un peu de mal. Mais comme ils ont réduit en épaisseur, c'est possible qu'ils ont joué plus sur la hauteur que sur l'épaisseur. La série 10, c'est une excellente montre, rapide, puissante, avec un super écran et un boîtier toujours plus fin. Alors, toujours comme si on l'avait déjà eu. Alors effectivement, si on compare à la série 3, on a eu un gap, on a eu vraiment une grosse révolution. Et d'ailleurs, à ce sujet, on va partir directement, pour ne pas perdre de temps, hein, sur les dimensions. Voilà, les dimensions sont ici. Donc, on reparle en série 3, série 6, série 10. Voilà, j'ai essayé de faire plusieurs générations. Donc, 42, on a 44. Donc là, on gagne en hauteur. 36,4, 38 en largeur, elle est déjà plus grande, donc elle n'est pas plus fine, hein, finalement, elle s'agrandit. L'épaisseur était à 11,4 et ici, elle est à 10,7. Donc on n'a même pas gagné 1 mm, on a gagné que 0,7 mm en 4-5 ans. Et là, en 4-5 ans, on gagne 1 mm. Donc toujours plus fine. J'ai un peu de mal. Si on fait rapidement, encore une fois, la 6 et la 9, on a la même taille. Donc la 9 n'a pas bougé depuis la 6, on fait la 5. La 5 était limite un petit peu plus grosse. La 4 était pareil. Donc on redescend à la 3. Donc concrètement, on a le 10,7 en épaisseur depuis la série 4. Il y a eu 6 générations avant qu'il rediminue la taille. Alors qu'il a fallu que 4 générations pour qu'il diminue avant. Donc toujours plus fin, je suis pas d'accord. Mais en tout cas, ça a l'air d'être une belle montre. J'espère pouvoir me l'offrir d'ici la fin de l'année. Et si vous êtes intéressé, je pourrais faire un retour de mon avis. Il sera objectif, parce que j'ai rien à perdre, rien à gagner à vous donner des sublimes, magnifiques, rapides, puissants. Non, je vous donnerai mon avis concret par rapport à la série 6 que je porte tous les jours et que j'utilise tous les jours, notamment pour mon activité sportive. Donc je vous dirai s'il y a un vrai gap ou si au quotidien, dans un usage classique, on sent une différence. Samsung envisage des écrans enroulables pour le futur des smartphones.
Donc on peut le voir ici. Alors c'est déjà un très gros écran et un très gros smartphone qui est à gauche, enroulable. Sincèrement, je ne pense pas que ça soit très pratique de dérouler comme ça, comme un parchemin. Non, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment très intéressant. Le smartphone à écran enroulable arrive en 2023 et sera présenté, donc est arrivé en 2023 par bénéficiant d'un écran de 12,4 pouces et qui pourrait passer d'une longueur de 5 à 25 cm. Moi, je trouve ça vraiment excessif et je ne vois cette fois-ci pas l'utilité pour un smartphone autant qu'un écran pliant comme on a vu lors de la dernière React Tech, hein, où je vous ai fait sur le Huawei Mate XT qui se plie en 3 écrans. Et donc quand il est déplié, ça fait une tablette de 10 pouces. Moi, je vois le côté 2 en 1, même si voilà, il faudrait peut-être encore un petit peu affiner l'épaisseur des 3 parties, mais voilà, je pense d'ici quelques années, voilà, 2-3 ans, vu la vitesse à laquelle ça va, je pense qu'on pourrait arriver à un smartphone qui soit aussi épais qu'un smartphone standard aujourd'hui et qui puisse se déplier comme une tablette en 3 parties. Et donc là, il y a un réel intérêt puisqu'on aurait un 2 en 1 qui serait tout à fait intéressant d'avoir au quotidien. Vous avez votre téléphone dans votre poche, vous arrivez dans un avion, dans un train ou en voiture et vous vous embêtez, vous le dépliez, vous regardez un film sur un écran de 10 pouces, avouez quand même que ça serait quand même assez intéressant. Voilà pour les actualités. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Cette semaine a été effectivement beaucoup sur Apple. Vous vous en doutez, Apple Intelligence nous a fait prendre beaucoup de temps, aussi bien sur la partie iOS que simplement l'usage de l'Apple Intelligence. On a eu beaucoup d'informations dessus. On a eu aussi beaucoup d'informations sur les nouveaux iPhones, les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max. Libre à vous de voir si vous êtes intéressé et si vous souhaitez le changer. Là aussi, je pourrais faire une vidéo React sur l'intérêt ou pas. Je l'ai déjà un petit peu fait sur la Keynote, mais c'est à vous de voir. Et sur l'Apple Watch, on a eu aussi quelques infos, dont notamment le dernier article. Voilà, donc une semaine sous le signe d'Apple. Malgré tout, on a eu d'autres informations comme le Neuralink et Samsung qui nous sort un écran déroulant. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à bientôt. La semaine prochaine, exceptionnellement, il n'y aura pas de React Actu puisque je serai en congé. J'essaierai de faire des vidéos, ou en tout cas de prendre beaucoup de vidéos de l'endroit où je suis, de faire quelques shorts si j'ai la possibilité de le faire, et de vous faire un petit peu partager mon quotidien pendant cette semaine de vacances où il y aura du sport, de la randonnée et forcément des mojitos. À bientôt!